Effectivement, bonjour à tous. Vous m'entendez, je pense. Ça va marcher. On est sur un format atelier, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, parce qu'en fait, on compte bien vous donner la parole. Enfin, on va en tout cas essayer, même si le format de la salle s'y prête pas trop. Et vous êtes aussi très nombreux, donc malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas vous faire parler tous. Alors, merci de vous être inscrits dans cet atelier qui est consacré à l'accompagnement RH. Dans un cadre de transition très importante liée au numérique et à la transition écologique également. Alors, c'est vrai que les travaux récents, et en particulier autour des questions numériques, considèrent qu'aujourd'hui, plus de la moitié des emplois sont susceptibles d'évoluer dans leur contenu de façon très, très significative et très importante. Donc, ça veut dire effectivement des évolutions de compétences liées à cette transition numérique et cette transition verte. Le développement des éco-industries, une économie plus circulaire, moins consommatrice en énergie. Alors, c'est un paradoxe aussi avec la transition numérique, on pourra éventuellement en parler. L'essor des énergies renouvelables, tout ça transforme le contenu des emplois, des métiers, et donc fait apparaître de nouvelles compétences, ou en tout cas participe à une recomposition des contenus de métiers. Et réussir ces transformations, c'est à la fois aider bien sûr les actifs, les salariés, les jeunes à sécuriser leur parcours professionnel. C'est aussi un gros enjeu de compétitivité pour les entreprises. Donc là, on est aujourd'hui tous réunis en fait pour essayer de trouver des réponses à quelques questions très très précises sur ces enjeux, c'est-à-dire comment finalement on détecte ces nouveaux besoins, ces évolutions, et comment les métiers et les compétences, enfin quel type de diagnostic on peut produire aujourd'hui. Deuxième jeu de questions, c'est comment l'offre de formation elle s'adapte à ces évolutions, et on verra qu'elle est elle-même impactée par ces transitions, les formateurs et les organismes de formation eux-mêmes. Et enfin, la troisième question, c'est oui, c'est ça, c'est quel rôle de la formation pour accompagner ces transformations, qui était plutôt ma deuxième question. Excusez-moi, je mets les choses dans le désordre. Alors, je vais vous présenter les intervenants qui vont témoigner sur ces questions, qui ont eux-mêmes réfléchi, apportent des solutions. Et donc, je commence donc par Pierre Dubuc, qui est assis à côté de moi. Donc, vous êtes président et cofondateur d'Open Classroom, qui est spécialisé dans l'éducation en ligne. Et vous proposez en fait des formations aux métiers et compétences numériques. Et en fait, vous avez une façon un peu innovante d'identifier les besoins, de faire une analyse des besoins des entreprises. Vous nous en parlerez dès le début de la table ronde. Ensuite, Olivier Da Silvia, vous êtes directrice de métier au sein d'AGFOS PME, donc OPCA interprofessionnel et interbranche. Alors, AGFOS PME, c'est un OPCA qui est particulièrement, où la majorité des adhérents sont des petites entreprises, donc un enjeu très très fort d'accompagner les petites entreprises dans la transition numérique. Vous nous en parlerez à travers un projet qui a été mis en place qui s'appelle Smart PME. Sylvain Humeau, ensuite vous êtes responsable. Vous êtes responsable de Synerform chez Engie. Vous êtes également président du groupement des acteurs et responsable de formation, donc le GARF. Mais c'est bien au titre d'Engie que vous allez intervenir aujourd'hui pour nous parler de la transition numérique et de la transition verte dans votre entreprise. Il y a un triptyque dont vous m'avez parlé, votre transition elle s'appuie sur un triptyque décentralisation, décarbonisation et digitalisation. Donc on attend avec impatience votre témoignage. Monsieur Courbebès, Pierre Courbebès, vous êtes vice-président de la Fédération de la formation professionnelle, donc l'organisme professionnel qui représente le secteur, mais vous êtes également président de la FEC, qui est un groupe de formation, donc vous êtes vous-même organisme de formation, enfin représentant d'un organisme de formation présent dans toute la France. Et donc, si je ne me trompe pas, vous formez essentiellement des demandeurs d'emploi, des salariés, et sur des premiers niveaux de qualification, des niveaux 4, 5, voilà. Enfin, Madame Corinne Lefay-Soulois, donc vous représentez l'agence Erasmus+, et vous allez nous apporter un éclairage transnational sur ce que vous appelez les projets d'alliance sectorielle des compétences, qui sont vraiment complètement dans le cœur de nos réflexions, c'est-à-dire comment on accompagne et comment on accompagne la transition verte, la transition écologique, mais justement en utilisant des innovations pédagogiques permises par le numérique. Donc voilà pour ce tour de table. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, vous indiquez que nous avons des étudiants du Master Management de la formation de Paris-Dauphine
qui doivent être dans la salle. Je ne sais pas s'ils sont juste devant nous. Donc, qui sont chargés de prendre des notes. Et en fait, ils ont un objectif très précis auquel on va essayer il faut qu'on soit en capacité de les aider, c'est de dégager des perspectives et des propositions et d'identifier des points d'innovation. Qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est transférable. Donc, je compte sur vous pour essayer aussi d'avoir un peu tout ça en tête, y compris dans les questions ou les témoignages que vous allez faire dans l'heure et demie qui vient. On fera ressortir les mots-clés également de vos commentaires que vous pouvez faire en ligne, donc sur l'outil numérique qui a été présenté depuis hier. Par contre, je suis désolée, j'ai pas l'adresse et j'ai pas les coordonnées, donc n'hésitez pas à les demander aux personnes autour de vous. Alors, avant de démarrer, rappelez peut-être les 3 questions qui vont nous animer pendant cet atelier. C'est, je le disais en introduction, les compétences évoluent. Dans les discussions que je peux avoir régulièrement avec des représentants des branches, notamment, on parle même parfois de compétences qui deviennent obsolètes, de compétences qui sont très difficiles à détecter parce qu'en fait, elles changent énormément. Alors, ça fait beaucoup écho. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient aussi dans l'atelier, dans la table ronde Fest ce matin, mais c'était très intéressant sur ces questions. Et donc, il y a une première question, c'est comment on détecte ces nouveaux besoins en compétences. Et donc, pour ça, je voudrais commencer par vous passer la parole, Pierre, parce que vous avez, comme je l'indiquais en introduction, une façon assez intéressante d'aborder ces besoins. Alors, je vais peut-être vous demander de prendre un autre micro pour pouvoir rebondir. Merci Sandrine, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là. Donc, mon nom, c'est Pierre Dubuc et je suis cofondateur d'Open Classroom. C'est une start-up d'une centaine de personnes à Paris qui est une plateforme d'éducation en ligne dont la mission est de rendre l'éducation accessible, en particulier l'éducation professionnalisante. Donc nous proposons des parcours diplômants, de Bac+2 à Bac+5, sur les métiers et les compétences d'avenir, et en particulier les métiers du numérique. Donc nous, on est parti en fait d'un constat qui est celui de la transformation digitale. Donc on va parler de plusieurs types de transformations, écologiques aussi, mais nous, notre focus, c'est la transformation digitale. On estime que d'ici à 15 ans, à 2030, il y aura 30 à 50% des métiers qui vont être impactés par la technologie. Donc, de façon globale dans le monde, ça veut dire qu'il y a au moins un tiers de la force de travail qu'il va falloir reformer. C'est 1 milliard de personnes en 15 ans à reformer. Donc nous, on part de ce constat-là en créant un modèle pédagogique qui veut être tourné vers ses compétences et métiers d'avenir et qui soit très quali, mais en même temps qui puisse répondre à des volumes très importants. Parce que l'enjeu c'est ça. Et la ministre hier l'a rappelé, il y a un enjeu aussi d'efficacité et de gain de productivité, puisqu'on n'arrivera pas à multiplier les budgets par 10 de formation. Donc on propose des parcours diplômants, métiers, tournés par exemple vers les métiers du numérique. Je peux citer le marketing digital, le développement, ou des métiers beaucoup plus récents et pointus comme la data science, en aboutissant à des diplômes. Et ces diplômes vous donnent un engagement de notre part qui est une garantie d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous coacher individuellement à vous insérer sur le marché professionnel. Et si vous ne trouvez pas de job qui correspond à votre diplôme, on vous rembourse intégralement la formation au bout de 6 mois. Donc du coup, cet engagement, pour nous, il est énorme parce qu'il faut que les personnes trouvent un job qui corresponde à leur qualification. Donc, au cœur de notre ingénierie pédagogique, de notre design pédagogique, se pose la question de quelles compétences et quels métiers. Et donc le démarrage de toute notre conception pédagogique, c'est d'aller identifier ces métiers et ces compétences en tension, les métiers et compétences d'avenir, du futur, et donc d'aller en fait interviewer en premier les employeurs et les employés de ces métiers-là. Donc ça commence par là. C'est aussi aller discuter avec les branches, avec les observatoires des métiers pour essayer de comprendre quels sont les métiers en tension. Donc on va commencer à agréger des premières idées d'un point de vue plus qualitatif ici. On a une deuxième méthode qui se croise, qui est une méthode beaucoup plus quantitative, où on va analyser
toutes les offres d'emploi qu'on peut disposer sur Internet, sur Pôle emploi, etc. Et là, on va faire des analyses quantitatives où on va en fait absorber toutes ces offres d'emploi, les combiner et en faire des analyses sémantiques pour dire, bah tiens, c'est intéressant, mais en ce moment, là, depuis quelques mois, le métier de la data science, comme je citais tout à l'heure, bah, il est vraiment en train de décoller, ça représente des milliers d'emplois. Donc on peut isoler un métier, on peut le croiser avec nos interviews plus qualitatives. Et ensuite se pose la question, une fois qu'on a les métiers, se pose la question des compétences derrière ces métiers, et en particulier sur des métiers très nouveaux ou des métiers changeants. Je reprends mon exemple de la data science. Data science, c'est un métier de niveau plutôt master qui consiste à analyser des grands ensembles de données. Donc c'est un métier au croisement de l'informatique, de la statistique et des mathématiques. Ce métier, il est assez nouveau et il dispose pas forcément de référentiels de compétences très éprouvés. Donc du coup, pour créer une formation, il faudrait avoir un référentiel de compétences pour savoir sur quoi former. On peut demander aux entreprises, à droite, à gauche, on peut demander aux écoles, aux universités qui ont quelques cursus montés là-dessus, et on s'aperçoit qu'il y a des divergences d'opinion. Pour faire de la data science, vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle R, ou vous pouvez utiliser un langage de programmation qui s'appelle Python. Et en fait, quand vous allez voir les grandes écoles qui forment à la data science, généralement, les programmes sont plutôt tournés vers le langage R. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu par les équipes d'enseignants-chercheurs qui, dans la recherche académique, utilisent principalement cet outil, R. Tandis que quand vous allez voir les entreprises vous dites majoritairement, en fait, nous, on a besoin de Python, un autre outil. Et donc, il y a une divergence de point de vue, et on peut l'objectiver avec une analyse quantitative. Donc, on extrait toutes les offres d'emploi sur le marché en ce moment sur ce métier-là, et on se rend compte qu'en fait, il y a 85% des offres d'emploi qui sont tournées vers le deuxième outil, qui est Python. Et donc, on peut prendre des décisions basées sur des faits, sur des réalités, sur des statistiques, qui nous permettent de construire les référentiels de compétences, et à partir des référentiels de compétences, de créer la certification, l'évaluation et les contenus pédagogiques. Très bien, alors on est vraiment rentré dans le dur du sujet tout de suite, puisqu'effectivement là on voit bien qu'on est déjà sur le numérique, ce qu'il permet et les métiers du numérique. Mais j'ai envie de vous passer la parole, Pierre Courbebesse, le deuxième Pierre de la table ronde, parce qu'effectivement cette capacité finalement à pouvoir utiliser des outils, vous parliez du data scientist, finalement c'est bien un data scientist qui va vous aider aussi à détecter ses besoins. Donc ça veut dire que est-ce que toutes les petites entreprises, est-ce que tous les organismes de formation sont en capacité d'intégrer des data scientists? Ça pose vraiment la question peut-être de comment on détecte les besoins et quelle est la complexité, notamment sur d'identifier ces besoins pour des métiers de premier niveau de qualification que vous accompagnez dans vos formations. Pierre, comment on répond à ces gros enjeux? Bonjour à tous. Un premier mot d'abord, Fédération de la formation professionnelle, syndicat représentatif des organismes de formation. Nous sommes 600 adhérents et on représente à peu près en activité chiffre d'affaires, un tiers du chiffre d'affaires du marché de la formation professionnelle, tout confondu, c'est-à-dire commande publique ou commande privée, c'est-à-dire des entreprises. Deuxième point important, l'impact sur les organismes de formation, on y viendra tout à l'heure, touche, on évalue, nous, 3000 organismes de formation en France. Donc il faut arrêter de parler des 60 000 organismes de formation, etc. Alors pour revenir à la question, avec Pierre, on est dans des niveaux totalement opposés. C'est-à-dire que pour ce qui me concerne, et il n'y a pas à la FFP que des organismes qui dispensent des formations Infra 5, 5 et 4, bien sûr, il y a des opérateurs, notamment dans le monde de la formation supérieure, un certain nombre, mais là, ce que je veux mettre en relief ici, c'est notre expérience et comment on va s'y prendre sur les niveaux 5 et Infra 5. Bon, nous, on n'a pas de problème d'identification des besoins. Les besoins, on les connaît. Dans les métiers des services, c'est facile de les connaître
Et on connaît les mêmes, les pénuries de main-d'œuvre. Hein, c'est pas le sujet. Alors maintenant, comment finalement on peut créer de la productivité avec des formations de ce type, d'accord, avec des bas niveaux de qualification par certains côtés, je m'excuse d'utiliser ce terme par rapport à ça. Ça peut être de toute façon que du blended de manière tout à fait, je dirais, progressive, et une grande partie encore de la formation restera pendant de longues années en présentiel. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser en présentiel, numériser le présentiel et utiliser tous les outils qui s'offrent à nous dans le présentiel. C'est-à-dire qu'il y a une double révolution. Il y a la révolution du distanciel, mais il y a la révolution du présentiel et des modes de formation du présentiel. Hein, par rapport, ça m'apparaît être important. Alors, quelle est l'approche qu'on peut avoir? L'approche que l'on peut avoir, elle est par rapport au contenu, puisque on ne parle pas de cursus complet, par rapport au contenu. C'est sur les contenus à forte évolution et sur à forte évolution technique, il y en a quelques-uns. Hein. C'est pas parce que c'est des métiers de niveau 5, comme le disait Pierre, ça touche l'ensemble de la révolution numérique, touche l'ensemble des métiers. C'est sur les contenus et sur, je dirais, il y a les contenus et les pénuries de formateurs qu'on risque d'avoir. Ce qu'il faut qu'on parle aussi, que dans les formations métiers, on risque dans les prochaines années aussi de manquer de formateurs. Hein. Ça commence à apparaître. Donc là, on sera dans une marche forcée automatiquement vers le distanciel pour partie. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question de manière assez synthétique. Si, on va revenir de toute façon sur Alors, notre approche quand même à nous, elle est globale. Du côté de Pierre, elle est globale. Nous, elle est bassin d'emploi par bassin d'emploi. Oui, tout à fait. Oui, parce que les métiers de service, c'est les métiers de proximité. Hein, donc, il faut former au plus près des besoins. Et la deuxième, vous citiez l'exemple des auxiliaires de vie familiale, par exemple. Voilà, on est sur vraiment des métiers de terrain, avec l'organisme à proximité, etc. Voilà. Le deuxième point important que je voudrais dire, c'est que la numérisation, la distancialisation sur ces métiers-là va renforcer le rôle de l'alternance et de la formation en situation de travail. Je vous propose vous abordez une question absolument essentielle qu'on va aborder justement dans cette... qu'on commence à aborder. Et peut-être, mais avant qu'on y revienne, en fait, on a commencé justement à parler de détection de besoins et de la difficulté que ça peut représenter pour certains métiers et de l'intégrer après dans des cursus de formation, présentiel, à distance, etc. Olivia Da Silva, quand on représente, quand 90% de ses adhérents sont des toutes petites PME, TPE de moins de 10 salariés, comment on fait finalement pour les accompagner dans la transition numérique? Vous avez un plan, je crois, qui a bien réfléchi à ce gros enjeu. Oui, et on a bien réfléchi. Alors juste pour préciser à GFOS PME, au cas interprofessionnel, intersectoriel, je dirais qu'il y a 3 éléments quelque part qui peuvent un petit peu expliciter le fonctionnement aussi. C'est intersectoriel avec beaucoup de secteurs professionnels d'activité qui sont différents et qui sont aussi différents face à l'ensemble de ces transformations, et que donc il faut accompagner et qu'il faut identifier de manière différente dans chacun d'entre eux. Et c'est le rôle, par exemple, des observatoires de branches professionnelles que nous accompagnons. Le deuxième élément qui peut identifier AGFOS PME, ce sont, comme vous le disiez, des toutes petites entreprises, des TPME. Alors si on va jusqu'à 50 salariés, c'est 99% de nos adhérents qui ont moins de 50 salariés, donc des toutes petites structures. Et puis enfin, et ça rejoint ce que disait M. Courbebès, la proximité qui est aussi dans l'ADN d'AGFOS PME et qui nous permet de traiter et d'accompagner les entreprises de manière très proche finalement de leurs vrais besoins. Alors, identifier les compétences, identifier les évolutions des métiers, c'est le rôle des observatoires sur lesquels nous travaillons, mais au-delà de cela,
le problème, c'est sensibiliser, c'est toucher toutes ces TPE sur les territoires. Alors, je ne vais pas redonner des chiffres sur la situation de je connais pas, la transformation numérique, l'état de la France, etc. Pardon, et des TPE en particulier. On sait que les TPE sont plus éloignées de la formation. On sait aussi qu'elles sont plus éloignées de tous ces enjeux liés à la transformation. Et donc, notre rôle à nous, c'est de trouver des solutions pour, sur les territoires, les identifier, les sensibiliser et leur donner des éléments pour qu'ils s'approprient les enjeux de ces transformations. Alors, digitales en particulier, mais toucher les TPE sur les territoires, c'est pas simple. Alors, notre service de proximité, il est là pour ça. Ce sont des réunions d'information, ce sont des rendez-vous de conseillers en formation, ce sont des forums du numérique. Tous les éléments sont bons pour pouvoir toucher un maximum de chefs d'entreprise, parce qu'on sait que si le chef d'entreprise n'est pas sensibilisé, alors il ne se passera rien. Et on va revenir, j'imagine, sur tout le processus d'accompagnement, parce que les entreprises, la première chose, d'autant plus si elles sont toutes petites, et avec peu de moyens en interne, elles ne viennent pas à des réunions d'information collective ou forum ou quoi, si derrière elles n'ont pas la certitude d'avoir quelque chose en retour, d'avoir une réponse à quelque chose qu'on a identifié. Donc c'est très important d'avoir un plan global, et c'est effectivement ce que nous mettons en place avec notre projet Smart PME, dont je vous parle après. Très bien. Très bien, très bien. Et du coup, alors peut-être on va passer du côté des grandes entreprises, parce qu'effectivement Engie, alors vous pourrez peut-être nous préciser combien de salariés chez Engie, mais justement je citais les mots décentralisation, mais aussi décarbonisation et digitalisation. Donc là, on voit bien que c'est un gros enjeu chez vous. Oui. Comment chez Synerform vous traitez cette question? Comment vous l'avez pris en main? Alors oui, effectivement. Donc, alors Synerform, je vais le repositionner par rapport à Engie. Donc Engie, on va le représenter très rapidement. Donc effectivement, un groupe ex-GDF, ex-GDF Suez, Engie. Donc traditionnellement d'ailleurs sur les métiers des hydrocarbures, hein, je pense que ça n'a échappé à personne. Je pense qu'il y a peut-être un certain nombre de personnes dans la salle qui ont des contrats gaz avec Engie aujourd'hui. Donc effectivement, c'est plutôt l'image que l'on a d'Engie aujourd'hui. Donc je rembobine un petit peu. Donc Synerform, que vient faire Synerform dedans? Donc Synerform, en fait, c'est un centre d'expertise qui a été créé au niveau de la DRH Group d'Engie, qui a deux grandes missions, deux principales missions, qui sont assez différentes d'ailleurs. On a une première mission qui est de mutualiser les achats externes de formation dans un objectif de performance. Hein. Donc je pense que pareil, ça n'aura peut-être pas échappé à beaucoup de personnes que les entreprises aujourd'hui sont ponctionnées pas mal sur leur fonds de formation, et donc il faut trouver des solutions d'optimisation de nos budgets formation qui ne sont pas extensibles, malheureusement, ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Donc on est sur cette activité-là, achat, mutualisation des achats, centralisation, et notamment passer par le digital learning, comment on peut trouver des solutions d'optimisation dans les achats de formation via le digital. Donc bon, j'irai pas trop loin en ce sens-là. Et l'autre mission de Synerform est plutôt sur tout ce qui est conseil et expertise auprès des différentes BU, business unit effectivement d'Engie. Donc voilà. Et alors voilà, ça c'est le contexte, c'est notre entité et on accompagne. Et je veux dire comment on va accompagner, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc effectivement, en 2016, nous avons eu déjà une nouvelle dirigeante qui est arrivée, hein, qui était pas loin derrière Gérard Mestralet, mais qui a pris la tête du groupe, qui s'appelle Isabelle Cocher, et qui a insufflé un plan de transformation assez ambitieux au niveau d'Engie, avec les trois, effectivement, la règle des 3D, dont vous venez de parler très justement, donc effectivement la digitalisation, la décarbonisation, et puis la décentralisation de la production d'énergie. Je précise, ce n'est pas la décentralisation au sens où peut-être on peut l'entendre, mais et bien entendu, la décentralisation de la production d'énergie, c'est notamment les énergies renouvelables qui ne sont pas diffusables à très longue échelle. Donc voilà, donc ça c'est les 3D, et effectivement, ces 3D, ce plan de transformation impacte fortement les activités d'Engie, ce qui fait qu'il y a des activités plus historiques liées aux hydrocarbures qu'on arrête, qu'on a vendues. Donc peut-être que vous avez suivi dans l'actualité qu'on a vendu certaines activités qui étaient liées notamment à l'exploration et à la production d'hydrocarbures de façon générale. Donc on se recentre vers des métiers plus
effectivement, du renouvelable et du digital autour de l'efficacité énergétique. Effectivement, il y a certains métiers sur lesquels on va petit à petit abandonner, en tout cas, des parts de marché. Donc ça veut dire quoi concrètement de façon sociale? Ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre de personnes, et notamment plutôt des personnes techniques, des techniciens, qui sont sur des métiers aujourd'hui qu'on dit en déclin, puisqu'on va les arrêter ou on va les vendre. Et puis on a d'autres, bien sûr, activités dans lesquelles on est en plein développement. Donc, alors, la solution qu'on aurait pu faire, et qui est peut-être la plus simple, mais qui est la moins RSE, je devrais dire, c'est de dire, c'est pas grave, on arrête des activités. On arrête les activités, voilà, on vous donne un beau chèque, monsieur le technicien d'exploitation ou de maintenance, et puis dans un autre territoire où on va faire du développement, on va ouvrir des champs et d'éoliens ou des champs effectivement de solaire, de panneaux solaires, eh bien on va trouver sur place de nouveaux collaborateurs, on va tisser des partenariats avec Pôle emploi par exemple. Sauf que ça n'a pas été le choix que l'on a fait, donc on a mis en œuvre un plan d'accompagnement social au niveau européen, justement pour accompagner ces transitions plutôt au niveau humain. Pour ça, on s'est outillé de trois dispositifs qui sont vraiment très, très liés. Le premier, qu'on a appelé NG Skills, comme son nom l'indique, alors NG Skills, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec toutes les entités, les BU dans lesquels il y a des entités, pour dire, voilà, d'ici 5 ans, pas plus loin, parce que de toute façon aujourd'hui on n'a pas une visibilité déjà, 5 ans c'est déjà pas mal. D'ici 5 ans, quels sont nos besoins en compétences, quels sont vos besoins en compétences dans vos métiers? Et effectivement, donc ok. Et puis on fait ça pour toutes les entités. Puis après on remonte ça au niveau macro. Et puis très clairement, qu'est-ce qu'on a vu? Alors c'était pas un scoop, ceci dit, on le savait déjà, mais là on l'a eu chiffré. On a vu qu'il y avait 6000 besoins de techniciens d'exploitation et de maintenance dans les quelques années à venir. Donc voilà. Et le constat aussi, c'est que quand on ouvrait une annonce en interne, disons dans la mobilité interne, eh bien on avait moins d'une réponse par offre d'emploi. Donc ça, on voit bien le vrai problème. Donc ça, c'est l'identification des compétences et des compétences de demain. Ça, c'est fait. Donc après, on se dit, ok, si on ne veut pas faire un chèque et puis aller chercher à Pôle emploi, il faut accompagner ces transitions. C'est-à-dire va falloir construire, en quelque sorte, des passerelles pour monter en compétences les personnes qui sont dans les métiers en déclin, les monter en compétences vers les métiers, justement, en développement. Donc ce sont ces fameuses passerelles. Et puis on pourra en reparler peut-être tout à l'heure. Donc là, on est sur de la formation, effectivement, de l'accompagnement, mais on est vraiment sur de l'individualisation, c'est-à-dire que de se dire, oui, mais le collaborateur X va avoir plutôt une compétence en automatisme assez développée. Sur le métier du renouvelable, que ce soit de l'éolien, du solaire ou de l'hydroélectrique, là-dessus, on ne va pas l'embêter avec lui faire X heures de formation là-dessus, puisqu'il a déjà une bonne compétence. Par contre, il y a d'autres domaines dans lesquels, effectivement, il aura peut-être besoin de monter en compétence. Et donc, on va travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'adaptative learning, donc c'est sur cette individualisation des parcours. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit, en fait, parce que la troisième problématique que l'on a, et c'est la vraie problématique, c'est que si vous ouvrez des passerelles comme ça, vous vous rendez compte qu'il y a 0 candidat qui viennent en interne. Pourquoi? Parce qu'on a des grosses problématiques, notamment sur ces publics-là, de mobilité. Alors de mobilité bien entendu géographique. Aujourd'hui, un collaborateur, notamment dans les métiers techniques, faire 50 km, c'est trop. C'est le bout du monde. Donc voilà, c'est une grosse problématique. Et puis aussi, il y a la mobilité dans notre tête, c'est de se dire, suis-je prêt à changer de métier? Suis-je prêt à faire le saut? Ce saut de... Je suis un très bon technicien, effectivement, dans la clim, par exemple, dans les métiers d'Axima, NG Axima, par exemple. Je suis un très bon technicien. Mais serais-je un bon technicien dans les métiers de l'éolien? Serais-je un bon technicien dans les métiers d'hydroélectrique? Voilà, et ça mobilise d'autres compétences. Est-ce que je vais pouvoir acquérir ces compétences? Et donc là, on a des énormes freins sur lesquels il convient de travailler. Donc on a ce triptyque qui est donc NG Skills, qui travaille sur cet aspect-là, NG Schools qui travaille sur la construction de ces passerelles, ces parcours, et puis NG Mobility, sur l'accompagnement de ces mobilités de façon concrète.
bien. Il y a quelques mots-clés là qui commencent déjà à ressortir. Effectivement, compétences, passerelles, mobilité. On voit bien que le cœur quand même du réacteur, c'est bien cette question de la compétence. Et je vais passer la parole pour terminer ce premier tour de table à Corinne Lefay-Soulet. Donc, vous allez nous parler des alliances sectorielles pour les compétences, des compétences. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi, pareil, hein, l'identification du besoin et ensuite comment on répond à ces enjeux de transformation, alors là, qui sont plutôt typiquement environnementaux. Là, c'est vraiment sur cet objet-là. Oui, merci. Bonjour à tous. Peut-être d'abord situer un peu cette agence Erasmus+, dans le paysage de la formation. Pour dire que cette agence porte bien sûr ce programme européen que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous, soit par une expérience personnelle, soit peut-être aussi par l'expérience de vos propres enfants, et qui donc programme qui permet des opportunités d'études, de stages à l'étranger. Mais pas que, parce qu'il y a tout un volet de coopération européenne, voire internationale, sur des sujets bien sûr liés à la formation. Et dans ces sujets de coopération, on a ces fameuses alliances sectorielles des compétences qui se veulent être, donc, comme le terme l'indique, hein, alliance, faire le lien entre à la fois les besoins au niveau du marché du travail et l'offre de formation, c'est-à-dire évidemment faire coller l'offre de formation avec les besoins présents ou à venir, bien sûr, avec une anticipation sur le marché du travail. Alors, sectorielle aussi, j'insiste, sectorielle parce qu'elles se veulent être positionnées au niveau d'un secteur économique. Donc, effectivement, en ce qui concerne l'exemple sur lequel je vais m'appuyer, il s'agit du secteur des énergies renouvelables. Peut-être simplement aussi vous donner une vision sur cette approche transnationale et sa pertinence. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis qu'on vit aujourd'hui dans une économie mondialisée et que les problématiques, en particulier celles de la transition énergétique, elles sont partagées au niveau mondial. J'ai lu en préparant cette intervention que la Chine avait installé en 3 mois des installations solaires en capacité équivalente de celles que la France a actuellement. J'avoue que ça m'a surpris, même si les besoins à l'échelle du pays sont tout autres. Donc, contexte mondialisé et intérêt aussi d'une démarche transnationale centrée au niveau européen, puisque des pays qui connaissent encore plus qu'au niveau mondial des problématiques similaires, avec bien sûr des similitudes, aussi des spécificités. On sait que l'Allemagne, par exemple, est bien en avance sur la France sur le développement du solaire. Et donc, je vais vous parler un peu de cette alliance sectorielle des compétences qui concerne le géothermique et le solaire en termes d'énergie et les compétences dont ces secteurs ont besoin et auront besoin demain. Donc, c'est un projet qui repose sur un partenariat de 4 pays, donc l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne, et l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne et la Grèce, qui est d'ailleurs porté par un coordonnateur qui est crétois, qui est l'Institut technique de Crète. Un partenariat dans lequel sont positionnés alors, des acteurs de la formation, bien sûr, des entreprises de la formation, des organismes qui peuvent être des organismes publics, mais aussi des entreprises, donc pas leur représentation au niveau sectoriel, mais pas que, ça peut être aussi des entreprises, là il y en a dans ce projet qui sont vraiment en prise directe avec le sujet, je dirais en termes de production, voilà, et qui s'associent pour à la fois avoir une bonne vision du secteur en termes des besoins en compétences, hein, par justement la vision partagée ou non, et puis répondre aussi en termes d'élaboration de cursus de formation. Donc là, en l'occurrence, ce sont 2 cursus de formation qui sont prévus dans ce projet qui est en cours, hein, qui vient de débuter, qui concernent donc les niveaux 4 et 5, bac et niveau 4 et 5 européens, donc niveau bac et technicien, pour donc les plombiers et les électriciens dans le domaine du solaire et du géothermique.
Donc voilà, grosso modo, ce projet, sachant que, encore une fois, les résultats ne sont pas encore tout à fait, bien sûr, enfin c'est en cours. Et ce qui est peut-être intéressant de souligner, c'est aussi le fait de s'appuyer dans la création de ces formations sur des modules et une reconnaissance européenne via ces fameux crédits européens que vous connaissez peut-être, qui s'appellent en l'occurrence dans le domaine de la formation professionnelle ECVET, European Credit Vocational and Education Training, de façon à avoir des formations qui s'adaptent aussi aux différents pays et qui peuvent après, au-delà d'ailleurs de ce noyau de 4 pays, essaimer sur d'autres pays. On retrouve l'enjeu de mobilité, alors là pour le coup géographique, effectivement, et donc ça sera intéressant de suivre aussi ces projets pour voir aussi les barrières qui peuvent être soulevées dans ces questions de mobilité. Je vous voyais, Pierre, hocher de la tête, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur... Sur l'enjeu de la transition écologique. On pourrait dire, on a deux aspects. On a l'aspect verdissement des métiers qui est là, d'accord, qui progressivement rentre dans les référentiels à petite vitesse, malheureusement. D'accord. On a l'enjeu aussi un peu citoyen de ce que c'est que le développement durable dans toute sa diversité, quoi, hein. Il ne faut quand même pas l'oublier, c'est-à-dire que la formation a certainement un rôle à jouer. Du côté des OF, nous, on a au niveau de la fédération établi une charte du développement durable pour un organisme de... Qu'est-ce que c'est le développement durable pour un organisme de formation? Et la première chose, c'est comment on diminue le papier. Nous sommes une profession consommatrice de papier. Et voilà, comment ça se passe par rapport à ça? Voilà, c'est une petite remarque. Très bien, très bien. Olivia, vous aviez aussi un complément à ajouter. Oui, en fait, je voulais simplement dire qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de transformation digitale, parce que c'est un des sujets majeurs aujourd'hui, c'est totalement lié à la transformation écologique, parce que, ok, ça nous enlève du papier, c'est sûr, mais, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'entends plein de choses partout qui nous disent que un mail égale je ne sais combien de pollution. Donc voilà, c'est pas parce qu'on fait du digital et qu'on n'a pas le papier que et les éléments de développement durable et d'écologie, en fait, ils viennent en même temps et concomitamment aux problématiques de transformation digitale. On est bien d'accord qu'effectivement, si chacun aborde peut-être la question sous un angle, on est complètement sur deux transitions qui sont intimement liées. Et enfin, on peut prendre l'exemple du bâtiment aussi, où on voit bien qu'il y a une grosse transition et numérique à travers le BIM, et aussi qui participe à la transition des individus autonomes. Absolument, absolument. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite par se tourner vers vous avant d'aller un peu plus loin dans les différentes interventions pour justement vous faire participer et intervenir directement. Alors, j'ai un peu les lampes dans la figure, donc je ne vois pas trop, je vous vois pas trop, mais du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être de jouer l'interaction et le format atelier et de vous passer la parole directement pour poser des questions à nos différents intervenants. Et alors, je vous remercie peut-être de vous présenter, votre organisation avant de poser votre question. Les témoignages également sont bienvenus. Je rappelle l'enjeu, identifier des innovations, des choses nouvelles. On va y arriver. Ah, je crois que ça ne marche pas. Alors, on va prendre un jeu de questions et ensuite on y répondra tous ensemble. Bonjour, Karine Bouillet, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, référente métier du numérique à la formation professionnelle. Donc en fait, les deux pierres,
disait qu'ils n'avaient pas du tout le même mode de fonctionnement en matière de remontée de besoins et en matière de formation, tant et si bien qu'en fait, quand on vous écoutait, il y avait une espèce de scission entre les infra 4 et les supérieurs au niveau 4. Pour autant, quand on fait justement les remontées de besoins en vue de la commande publique, en matière de formation, en fait, on essaie de croiser, on essaie de croiser en fait le besoin d'un territoire, c'est ce que vous disiez, Monsieur Courbebesse. Vous disiez justement que vous étiez au plus près des bassins. Pour autant, aujourd'hui, la FOAD, ça fait partie des exigences des marchés de la commande publique en matière de formation professionnelle, et vous êtes en capacité de la mettre en œuvre. Aujourd'hui, Pierre Dubuc, son organisme, lui, travaille en fait globalement que sur de la FOAD. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'était quel chemin vous pouviez prendre ensemble en vue de qualifier de l'infra 4, mais aussi du supérieur. Alors, moi, pour répondre brièvement, j'ai pas forcément la même position que l'autre Pierre, parce que je pense qu'en fait, on a des approches relativement similaires, dans le sens où nous, on a une vision et une mission globale, mais qui est très déclinée au niveau régional et territorial, et on travaille avec nombreuses régions, et même au niveau très très local des territoires Pôle emploi, des associations, etc. etc. Donc il y a eu, vous le disiez assez bien, une convergence de l'aspect très global où il faut faire du volume et il faut aller vite, etc. Et puis des grosses transitions sociétales, et en même temps une approche très bottom-up, et les deux se croisent. On le voit aussi sur une approche qui est finalement la formation professionnalisante. On a d'un côté les individus, de l'autre les entreprises, et on essaie d'apporter les individus à l'entreprise et les entreprises à l'individu. Donc on voit aussi ces deux approches-là se croiser. Donc on travaille aussi bien avec des grands groupes sur une vision nationale voire internationale que des PME, des TPE sur un contrat pro, une POE, une petite montée en compétences, etc., etc. Et pour finir là-dessus, notre plateforme et notre mission fait que pour rendre l'éducation accessible, on ne va pas le faire tout seul avec nos petits bras. Donc on s'associe en fait avec des écoles, des universités, des CFA et des OF pour les aider à se digitaliser justement, à créer du full online et à créer du blended. Donc c'est une approche qui est en fait très partenariale, d'écosystème, qui va permettre de résoudre les problèmes. Il n'y a pas un seul acteur tout seul qui va réussir, c'est impossible. Peut-être sur cette question de la transformation des OF et de l'accompagnement des OF, peut-être Monsieur Pierre, je peux vous laisser aussi apporter des réponses, et si votre micro fonctionne. Oui, d'abord une note positive sur votre question, sur la remontée des besoins et la fracture qui existe sur la question des publics, parce que c'est ça, et je dirais la fracture numérique territoriale. Pour aller jusqu'au bout de votre question, si je m'excuse de l'interpréter un peu. Je pense qu'on est dans une phase de transition, il faut être optimiste. C'est-à-dire qu'on a une masse d'actifs qui est actuellement qui n'a pas de culture numérique. Et d'ailleurs, la première interrogation d'un OF qui travaille avec ce public-là, c'est de le culturer au numérique. D'accord ? C'est le préalable au développement de formations type blended. Il faut faire des préparations à se former pratiquement au blended. Voilà par rapport à ce que je voudrais dire. Alors, sur deux choses complémentaires qui m'apparaissent importantes. On va aller très très vite sur les publics. Sur ces publics-là, notamment sur l'évaluation, le positionnement, et reste le problème de la certification. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que là, on ouvrirait un débat énorme. On va aller très très vite. Par exemple, nous sommes en train de créer un CLEA numérique. Vous voyez, les pour partenaires vous donner, sociaux. Les partenaires sociaux, vous voulez dire, c'est ça ? Un groupe d'OF
est en train de créer un Cléa numérique. Vous voyez, je vous donne, je ne fais pas de publicité, mais je vous le dis. Par exemple, je pense qu'on a une opportunité énorme avec le PIC, le plan d'investissement, à former, à développer des outils distanciels à tout ce qui est soft skills. Où là, je ne veux pas rentrer dans le détail, on a quand même le collectif a ses limites, arrive à ses limites. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que fait la branche des OF pour accompagner les organismes un par un? Bon, donc, nous, on a monté un PIA, hein, un plan, vous connaissez tous, avec Opcarec Bretagne. C'est une initiative régionale qui a été généralisée au niveau national, sachant qu'on travaille avec tous les OPCA interprofessionnels, puisque je rappelle que la branche n'exige aucune obligation de verser à un OPCA précis. C'est dans notre ADN. C'est très particulier à la fédération. Alors justement, je pense que voilà. le représentant de alors la donc, PME les pourra aussi OPCA en parler interprofessionnels, globalement, oui. Je ne vais pas parler à la place de la GFOS, je ne me permettrai pas de l'OPCAREG, accompagnent les OF dans ce domaine-là. Nous, on a outillé un diagnostic et la deuxième chose, un plan d'accompagnement région par région, puisque nous sommes structurés régionalement. Voilà ce que je peux dire. Alors, d'accord. Et du coup, voilà, on va peut-être continuer à faire le tour des questions. Et comme je l'avais prévu initialement, peut-être prendre plusieurs questions. Et ensuite, on répondra, ça sera plus efficace. Voilà. Oui, bonjour. Vincent Desmas, CCI Nice Côte d'Azur. Je vous remercie de la composition de la table, parce que c'est vrai qu'entre les deux pierres, je pense qu'on a... grosso modo, une partie de la problématique qui est posée. On travaille en ce moment sur le territoire azuréen à la construction d'un campus régional de l'apprentissage et de la formation qui va être tourné sur les métiers et les compétences d'avenir. Et je pense que c'est bien le sujet, c'est comment collectivement on prend en considération la problématique des métiers et des compétences d'avenir. Alors sachant que quand on dit ça, on a réussi à se mettre à peu près d'accord entre quelques acteurs pour se dire quand on parle de métiers et de compétences d'avenir, on parle de trois choses. On parle des métiers du futur. C'est ce que disait la ministre, c'est-à-dire ceux sur lesquels on se dit dans 4-5 ans, c'est des métiers qui vont émerger. Et là, avec toute la difficulté de produire en juste à temps les compétences qui vont bien, pour pas, je dirais, faire en sorte que des gens s'engagent dans les cursus ou qu'on monte en compétences des gens et que les jobs ne sont pas là en face. Le deuxième sujet qui semble le plus important et le plus actuel, c'est les métiers actuels qui sont impactés donc, par des évolutions digitales, écologiques et autres. Et là, je pense que le sujet n'est juste pas une question de niveau comme on l'a abordé là, puisque tous les métiers sont concernés. Mais après, c'est comment on prend le bébé. Et le troisième sujet, c'est quoi les métiers qui, de fait, n'auront pas d'avenir sur les territoires, puisqu'on n'aura pas réussi à produire les compétences dont on a besoin. Sur le territoire Nice-Côte d'Azur, on a Sophia Antipolis, et la question des métiers du numérique, parce que c'est des métiers spécifiques, est cruciale. Et si on ne traite pas cette question-là, le système de formation initiale étant juste pas à niveau et au rendez-vous, mais c'est normal, sur les volumes et les compétences dont on parlait tout à l'heure, les entreprises vont aller sur d'autres territoires où commencent à externaliser ces choses-là. Donc, je pense que là, on a un sujet qui est complexe, et comment collectivement, avec le bon niveau, est-ce que c'est au niveau d'une branche, est-ce que c'est au niveau d'un territoire? Je pense que c'est sûrement dans le croisement des deux que ça fonctionne, qu'il faut qu'on trouve des solutions, parce que sur le terrain, en particulier quand on travaille sur des dispositifs en alternance, on commence déjà à trouver des solutions. Si on prend un métier que tout le monde connaît, qui est le métier, ou les métiers du service à la personne, et entre autres une assistante de vie, on est sur un territoire où la silver economy est en train de bouger à 300 à l'heure. Et on se retrouve avec des assistantes de vie qui vont intervenir au domicile ou dans des structures, donc, et Dieu sait si c'est d'actualité, avec des technologies d'accompagnement des personnes âgées dépendantes, avec d'autres types de technologies, et ça questionne au fond leurs compétences. C'est-à-dire que leur compétence est plus simplement de faire les activités traditionnelles donc d'une assistante de vie, mais elles vont avoir à intégrer dans leurs compétences métiers ces questions-là. Donc ça, on est encore en train de le travailler sur le plan pédagogique. Dernière illustration, on a la chance d'avoir des ports, donc on a une formation aussi dans les métiers du nautisme, et donc les entreprises nous disent de plus en plus sur les chantiers navals, eh bien on aura des petites imprimantes 3D, parce que
pour réparer des pièces cassées donc, sur les bateaux de plaisance. Si on passe une commande sur une pièce cassée, on l'aura dans 6 mois. Donc il faut que les gens que vous formiez soient en capacité simplement de travailler avec ces technologies. Donc la question des métiers actuels qui travaillent sur des compétences d'avenir, mais qui sont aussi très actuelles dans les demandes des entreprises, c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on puisse prendre, je dirais, collectivement. Voilà. Merci pour ce recentrage effectivement sur les 3 grands enjeux. Monsieur, devant. Le micro arrive. On vous demande un petit instant, puis je vous remercie de vous représenter. Jean-Luc Buriander, je suis à la fois à Centre Info. On vous entend mal. Voilà, merci. Je suis à la fois à Centre Info, mais j'ai été élu régional dans la région Centre. Et par ailleurs, je m'occupe de transition territoriale. Donc la question que je me pose entre la transition numérique et la transition écologique, je n'ai pas entendu rien sur l'économie circulaire. Alors, je ne sais pas si on a les bons intervenants autour de la table, mais effectivement, peut-être dans la salle, certains pourront témoigner. Est-ce que... Question ? D'accord. Bah, du coup, je vous passerai peut-être la parole dans un instant. Encore quelques questions et ensuite, on rebondit sur la suite des échanges. Madame ? Non, moi, je n'avais pas fini. Ah, excusez-moi. Pardon, je suis allée un peu vite. Le constat que je fais sur le terrain, c'est que finalement, que ce soit les OF ou autres, il n'y a pas de réponse au niveau à la fois du numérique et à la fois de l'écologique. Par contre, c'est des gens passionnés venant de différents métiers qui sont les moteurs sur le plan local. Quand monsieur parle d'imprimante 3D, ceux qui construisent des imprimantes 3D, mais qui dit imprimante dit fraiseuse 3D, qui d'autres outils 3D, qui sont construits à 50%, voire 60% avec des composants recyclés, des moteurs pas à pas, etc., il faut pouvoir repérer les bons moteurs. Et donc, vous avez des profs, vous avez des ouvriers, vous avez des épiciers, vous avez des passionnés. Et les gens du métier, ou ceux qui seraient censés nous apprendre, elles ne sont pas là. Bon, et donc, moi, je le vérifie tous les jours et tous les matins en me levant. Très bien. Du coup, on passe la parole à madame. Bonjour, je suis Laurence Breton-Cueny, DRH du groupe AFNOR. Merci pour l'expérience d'Engie. Je voulais juste peut-être replacer dans la formation dans un monde plus vaste. Aujourd'hui, on travaille sur la gestion stratégique de la main-d'œuvre, le workforce planning. On travaille au niveau international. Ça veut dire qu'on ne parle plus que des salariés de notre groupe, on parle également de tous ceux qui interviennent. Je rappelle qu'on est dans un monde qui bouge. Il y a un excellent rapport d'orientation économique qui est passé sur le numérique avec 2 tomes. On sait très bien qu'avec ces nouvelles formes d'emploi, nous, employeurs, on sera amenés à recruter de plus en plus de prestataires. Donc là, ce ne sont plus des salariés, ce sont des personnes qui vont se former. Et la formation, comme on en parle d'Open Classroom, moi, je rappellerai juste que la formation, c'est du sur-mesure. Parce que quand on fait du blending, on se rend compte que certains sont beaucoup plus, je veux dire, faciles à être formés avec du numérique et d'autres non, et ça existera toujours. En revanche, n'oubliez pas cette dimension. Hors des murs, ce ne sont plus que des salariés qui vont intervenir pour nous, mais beaucoup d'autres formes. Dans certains pays, il y a déjà plus de 10% de coworkers à 100%. Et ça va venir de plus en plus par rapport à nos cœurs de métier. Donc peut-être un petit peu ce que vous en pensez, parce que certains d'entre vous sont uniquement centralisés sur les salariés. Une dernière question et ensuite on repasse la parole à nos intervenants. Non, pas d'autres mains qui se soulèvent ? Ok, alors du coup, on va peut-être, avant de revenir sur les enjeux autour de l'économie circulaire et qui est effectivement un enjeu de la transition, merci, donc je repasse les micros. Donc effectivement, il y a cette question de la formation sur mesure, du fait que la formation en tant que telle, elle est bousculée par ces transitions.
sur le fait que finalement, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, je rebondis sur le témoignage de monsieur au fond de la salle sur le campus des métiers et des compétences d'avenir. On voit bien qu'effectivement, c'est tous les métiers qui potentiellement peuvent être concernés par ces évolutions. Peut-être, oui, Sylvain, je vous laisse peut-être rebondir sur ces questions, à la fois formation sur mesure, la formation qui se transforme, et vous avez parlé des compagnons tout à l'heure, il me semble, ou pas encore. Voilà. Oui, merci. Je voulais répondre disons, répondre. Je ne sais pas si c'est une réponse pour Vincent. En fait, la problématique qu'on a aujourd'hui sur le rythme de l'évolution, notamment des certifications, avec les titres et les diplômes, effectivement, on le sait, je pense que c'est un constat. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise va tellement vite que, en fait, les diplômes sont à peine le temps qu'on amorce la réforme et la refonte d'un diplôme, il est déjà caduc au moment effectivement où il sort, puisque bon, ça met 3 à 5 ans à peu près, hein, le temps, et malheureusement ce rythme est beaucoup trop lent par rapport à l'évolution de nos métiers et des technologies. Donc ça permettra de faire d'ailleurs un lien avec la FEST et le compagnonnage, j'y reviendrai. D'autres initiatives, je vais juste parler d'une initiative à laquelle on a participé, mais on n'était pas les seuls. Un grand organisme de formation, je ne le citerai pas forcément, mais dans les métiers techniques, a lancé il y a à peu près 2 ans, est rentré dans le cadre d'un appel à projet, effectivement, sur les investissements d'avenir, pour justement mettre à jour une grande partie de ces certifications qui sont à destination des techniciens et des ingénieurs dans vraiment les métiers techniques, afin d'intégrer notamment toute la partie digitale. Alors en fait, les grandes thématiques, hein, et ça va rebondir, les grandes thématiques, il y a bien sûr sur le data scientist, il y avait le BIM, donc tout ce qui est maquettage numérique, il y avait la maintenance prédictive, il y avait bien sûr l'efficacité énergétique, et il y avait l'usine du futur, dans lequel notamment il y avait tout ce qui était imprimante 3D. Donc ce grand organisme, le choix qu'il a fait, et moi je peux tirer mon chapeau à cet organisme de formation, alors peut-être plus facile parce qu'il était dans le privé, eh bien plutôt que de travailler en chambre avec les enseignants, il a créé un consortium dans lequel il a invité les grandes entreprises qui sont au cœur de ces thématiques-là, au cœur aujourd'hui, qui vivent ces transitions et ces évolutions. Et il leur a dit, ben voilà, on crée sur les 5 thématiques, on va créer des groupes de travail dans lesquels vous, professionnels qui vivez au quotidien ces évolutions, vous allez nous apporter votre éclairage sur quels sont nos besoins en compétences. Et donc, nous, on a eu la chance d'être sollicités au nom d'Engie. Moi, j'ai piloté cette réflexion, ce groupe de travail, et on a mis dans les 5 ateliers, parce qu'évidemment, on était concernés par les 5, on a mis 5 collaborateurs d'Engie qui ont participé à la refonte des référentiels. Et donc, ce travail est finalisé. Et donc, maintenant, bah, effectivement, et c'est aussi intéressant pour nous, les diplômes ont intégré nos réflexions des différentes entreprises et partenaires qui étaient dans le consortium. Et donc, bah, effectivement, bien entendu, ce sont des diplômes qui nous intéressent, puisque à ce moment-là, ils vont former à des métiers qui nous correspondent et qui correspondent à nos besoins. Donc voilà, ça c'est une initiative plutôt intéressante. Je voulais juste souligner vis-à-vis de ce que disait Vincent. Olivia et ensuite Pierre, je vous réinterroge. Alors moi, par rapport aux différentes questions, un témoignage qui est le projet d'AGFOS PME que nous mettons en place et dont je vous ai parlé de la toute première partie, qui consiste justement à amener l'ensemble des entreprises, des individus, des chefs d'entreprise en particulier et des salariés, en l'occurrence, vers c'est quoi les enjeux de la transformation numérique et comment je peux les appréhender. Sachant que derrière, et comme je le disais, selon les secteurs professionnels, selon l'entreprise elle-même, les solutions sont différentes et l'impact du numérique est différent. Donc une fois qu'on a identifié, qu'on est allé les chercher, qu'on a réussi à les capter, notre projet consiste à leur apporter une réponse différenciée selon le degré de maturité dans lequel ils s'engagent dans la partie, en fait. Hein. Et on voit bien aujourd'hui, hein, on a fait différentes études, que ce soit à la GFOS ou à l'extérieur, et qui démontrent bien qu'en fait, les chefs d'entreprise, ils sont
ils ont des postures différentes selon comment ils appréhendent les enjeux. Alors soit ils sont un peu indifférents, attentistes, et puis ils vont dire bon, je suis pas concerné pour l'instant, et notamment dans les TPE, parce qu'en gros ils ont autre chose à faire, ils sont dans leur activité quotidienne, et ils peuvent pas passer tout de suite à la case suivante en se disant bon, ok, j'arrête tout, je réfléchis à la transformation qui va m'arriver dessus. Et puis il y a ceux qui sont déjà dans une réflexion plus aboutie et qui ont compris qu'il fallait avancer vers quelque chose, et qui ont compris également, et ça aussi c'est notre boulot de proximité, ils ont compris que la formation peut être un levier pour justement accompagner, ce que disait monsieur, les évolutions des métiers existants dans l'entreprise, et des métiers qui vont tous être touchés. Je sais pas, on prend un comptable, ben voilà, il va avoir des logiciels différents, donc il faut bien l'accompagner à moins de papier, il faut l'accompagner, il faut informatiser les données. Tout ça, ce sont des éléments qui contribuent à développer les compétences des individus dans leur métier, dans ceux qu'ils occupent aujourd'hui. Parce que ceux du futur, oui, on peut anticiper, mais on ne les connaît pas vraiment, en fait, encore aujourd'hui, finalement. Mais on peut préparer des choses. Donc, c'est l'évolution des métiers. Alors, notre premier niveau d'accompagnement, finalement, qu'on a appelé Smart Transition, c'est accompagner les entreprises et leurs salariés vers, OK, je ne suis pas encore complètement mature pour réfléchir à une nouvelle organisation, parce que les intervenantes que nous avons eues hier l'ont rappelé à plusieurs reprises. La transformation digitale, c'est pas que de l'outillage, quoi. Le digital en soi n'a aucune importance, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, quand je pense transition digitale, je pense organisation, je pense à comment je fais pour faire évoluer ma structure et son fonctionnement. Donc, ils n'en sont pas tous là. Alors, on va leur proposer des actions de formation qui relèvent de la transition numérique, et on va essayer avec eux d'accompagner l'évolution des compétences des salariés qui sont déjà dans les entreprises et des métiers qui existent. Et puis ensuite, on va accompagner ceux qui ont déjà passé le pas et qui sont dans un degré de maturité plus élevé, qui ont bien compris, et qui se donnent les moyens, parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, de dire... Je vais penser mon organisation, je vais penser mon management, je vais penser mes ressources humaines, parce que c'est ça la transformation numérique. Et là, on va travailler avec des prestataires externes, et puis on va aboutir à des plans de formation qui sont sur mesure, selon les besoins qu'ont les entreprises et chacune individuellement. Donc ça, c'est notre projet global qui, effectivement, est de taille, puisque nous avons un objectif sur une année d'en accompagner au moins presque 10 000, ce qui est énorme. Et quand tout à l'heure, je vous disais qu'on avait 90% de TPE, ça veut dire pour AGFOS PME 300 000. Donc c'est vraiment un enjeu important que l'on s'est donné et sur lequel on travaille tous collectivement. Je voudrais revenir sur l'offre de formation. L'offre de formation, comme disait M. Courbebesse, qui a le choix d'adhérer à son OPCA, et qui pour nous AGFOS est à la fois une entreprise adhérente et un partenaire de formation. Et en tant qu'entreprise adhérente, on se doit de l'accompagner de la même façon, et on considère bien qu'un organisme de formation est d'abord une entreprise, et que cette entreprise, elle va subir les transformations de chaque entreprise, que chaque entreprise est en train de subir, avec un élément en plus qui est l'enjeu qu'a l'offre de formation d'accompagner la transformation de tout le reste de toutes les entreprises. Donc c'est compliqué, c'est un enjeu très fort, et là-dessus, nous les accompagnons également, à la fois dans leur digitalisation évidemment, mais surtout dans leur organisation, pour que sur les territoires perdure une offre de formation de proximité. Et là, on retrouve aussi l'enjeu qui est celui des TPE, puisque les organismes de formation adhérents à l'AGFOS sont pour la plupart des TPE également, qu'ils collaborent sur le territoire et que l'on soit en mesure, nous, acteurs de la formation, de leur garantir de leur garantir un chiffre d'affaires, en fait, pour qu'ils puissent vivre sur le territoire avec leurs collègues et de manière plus collective pour apporter les réponses formation et pédagogiques qui sont attendues aujourd'hui dans les évolutions et les transformations numériques des entreprises.
Très bien. Alors peut-être je rebondis sur deux points clés là, qui ont été pointés, me semble-t-il, par les uns et les autres. Il y a à la fois la question de la transformation des organisations en tant que telles, et ça c'est quand même un enjeu donc, que vous avez commencé à aborder, on pourra y revenir, qui sont liés au numérique et donc des organisations de la formation. Et puis je reviens quand même sur la question de la détection des besoins, parce qu'on voit bien qu'on tourne un peu autour sans forcément encore avoir comment dire, bien saisi un peu les façons de faire. On a quelques exemples. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un acteur clé là-dedans, c'est bien sûr l'entreprise, mais que finalement, c'est de la détection en continu qu'il faut faire. Et qu'on ait les approches classiques où effectivement, on analysait un emploi, on analysait un poste, on construisait l'offre et ensuite on formait des cohortes, on fait sortir des cohortes. Voilà, elles sont bien sûr encore nécessaires, mais qu'il faut aussi innover dans notre façon d'aborder finalement ces besoins. Donc voilà, est-ce que c'est ça sur des... Voilà, est-ce que ça vous... Je vois Corinne que vous levez la main. Oui, parce que je trouve que c'est intéressant de voir les niveaux d'interaction qu'il peut y avoir sur cette réflexion. C'est-à-dire qu'on peut avoir une approche au niveau de l'entreprise, effectivement, qui est totalement pertinente par rapport à des besoins identifiés. Il ne faut pas oublier, alors je vais prendre une image qui m'a beaucoup parlé. J'étais hier sur un événement qui est dans le domaine de l'enseignement supérieur, comme quoi il n'y a pas non plus de secteur de formation nécessairement fermé pour répondre à l'intervention de tout à l'heure. Et l'image de l'iceberg, c'est celle des métiers qui sont détectés, sur lesquels on sait qu'il y a une pénurie de compétences. Okay. Mais il y a aussi tous ceux qui ne sont pas créés, et ça c'est la face invisible de l'iceberg. Et tous ces métiers-là, en fait l'entreprise a pu à un moment donné s'auto-censurer, voire se délocaliser, parce qu'elle savait en amont qu'elle ne trouverait pas les compétences sur le territoire dans lequel elle avait prévu de s'implanter. Donc là, je pense que l'approche sectorielle, au niveau éventuellement transnational, peut apporter une vision plus globale sur les métiers de demain qui sont susceptibles d'être développés et pour lesquels il faut déjà préparer des formations. Voilà, donc une complémentarité dans l'approche entre les besoins détectés et détectables assez facilement, je dirais, et des métiers de demain qui sont entre autres, bien sûr, dans le numérique et la transition écologique extrêmement prégnant, et pour lesquels il y a une anticipation et une approche, je dirais, au niveau macroéconomique qui est nécessaire. Ouais. Alors donc c'est tout ce qu'on est en train d'indiquer là. Vous avez aussi pointé dans vos interventions comment dire, l'enjeu d'avoir une approche qui croise finalement l'approche sectorielle et l'approche du territoire au plus près des besoins du territoire. Et donc ça, c'est une vraie complexité pour l'ensemble des acteurs qui font de l'analyse des besoins. Moi, je voudrais aussi peut-être continuer sur la réflexion autour d'un concept que vous avez été quelques-uns à évoquer, qui est en fait l'entreprise apprenante. Hein, on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, dans cette transformation-là, finalement, on replace l'entreprise comme étant le cœur effectivement du réacteur sur l'analyse des besoins, mais aussi sur comment elle-même est en capacité finalement de pouvoir inventer des nouvelles choses. Alors est-ce que les uns et les autres, comment vous pourriez définir finalement ce concept ou cette réalité, si elle existe aujourd'hui? Pierre peut-être, ou Sylvain, vous m'en avez un peu parlé. Oui. Donc sur le concept d'entreprise apprenante, il y a deux choses. Il y a un point de vue individuel des salariés, il y a un point de vue de l'écosystème, comme Madame le soulignait tout à l'heure, et un point de vue plus collectif. Donc point de vue individuel, c'est faire en sorte de former tout au long de la vie, tout au long de la carrière, les individus, ce qui commence à être le cas dans certaines entreprises, mais ce qui est encore loin d'être généralisé, c'est-à-dire de passer d'une approche on se forme une fois au début et puis après il n'y a plus trop de formation, une fois tous les 5 ans, à j'apprends toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, et je progresse de façon beaucoup plus continue qu'avant. Donc ça, c'est une approche individuelle. On commence à le voir
dans des entreprises qui sont un peu plus en avance. Clairement, tout le monde n'y est pas, mais on commence à clairement l'observer. C'est une vague de fond et c'est un besoin pour transformer l'économie. Ensuite, il y a une approche écosystème. C'est-à-dire l'entreprise apprenante, c'est aussi l'entreprise apprenante dans un écosystème apprenant. C'est-à-dire on ne peut pas être tout seul apprenant, donc ça passe par les prestataires, par les clients, par les partenaires, par les distributeurs, par les citoyens et les usagers qui sont autour de l'entreprise. Il faut aussi aller vers ça. On commence à le voir aussi, ça, des grandes entreprises qui, dans les pratiques, je dirais, de RSE, commencent à aller vers de la formation, de l'insertion professionnelle, du territoire autour d'eux, de la communauté et de l'écosystème autour d'eux, dans un aspect parfois très RSE, très business, ou un mix des deux, hein, pour dire les choses clairement. Et puis un troisième aspect, c'est celui de l'organisation apprenante. Alors ça devient un peu plus compliqué, c'est de faire en sorte que pas seulement les individus changent, évoluent et apprennent, mais que l'organisation et la façon dont elle est créée, documentée, les process, la culture de l'entreprise aussi apprennent et changent. Alors ça, c'est un peu le niveau d'après, quoi, hein, je dirais. Là, il n'y a pas grand monde sur cette étape-là, et c'est ce qui fait des gros succès quand vous regardez des entreprises qui sont très innovantes, qui grossissent beaucoup, etc. Vous apercevez qu'à la fois, il y a les individus apprennent très vite, évoluent, montent en compétences, se reconvertissent, ont de la mobilité interne, externe, mais aussi la structure en elle-même change de façon assez continue. Hein. Ce n'est pas des gros mouvements très, très brutaux, mais progressivement, les processus changent, la culture change et s'adapte en permanence aux transitions qu'elle connaît dans son économie. Donc ça, c'est effectivement la forme ultime de l'adaptation aux transitions que nous sommes en train de vivre. Sylvain, vous aviez aussi un témoignage là-dessus. Oui, alors je m'en voulais beaucoup parce qu'il y a beaucoup de garfistes dans la salle et je n'avais pas parlé du tout du GARF, donc désolé hein, mes amis, hein, donc voilà, je parlais du GARF. Donc en fait, je vais parler du GARF et puis je vais continuer de parler d'Engie. Donc en fait, il y a déjà quelques mois, avec nos amis de la FFP, avec l'Institut Erasme qui n'est pas là aujourd'hui et le GARF, nous avons monté un groupe de travail pour réfléchir sur justement ce qu'on appelle la formation inclusive, hein, la formation en situation de travail, enfin l'apprentissage en situation de travail, enfin différentes terminologies aujourd'hui. Et nous avons créé un groupe de travail afin de notamment effectivement un peu plus précis, afin d'outiller peut-être les organisations sur aujourd'hui où j'en suis sur cette démarche-là, quelle est ma problématique, et comment je peux m'y lancer, quelles sont les différentes étapes clés et les éléments de réflexion pour me lancer sur ces chantiers, et puis essayer éventuellement de leur donner quelques outils. Alors ça, c'est au niveau effectivement on va dire un peu plus macro. Je vais redescendre un petit peu plus au micro. Donc chez Engie, on a différentes entités qui mènent déjà depuis de nombreuses années à ce qu'on appelle le compagnonnage, hein, donc un terme que l'on connaît bien, qui date quand même du XVIe siècle, hein, effectivement, notamment avec l'essor des compagnons du devoir et du Tour de France. Donc le compagnonnage, pourquoi? La bonne question, c'est pourquoi? On revient sur les constats qu'on a eus tout à l'heure. C'est les diplômes qui aujourd'hui n'évoluent pas à la même vitesse que nos métiers, et donc en fait on va une inadéquation entre les jeunes qui arrivent et puis nos besoins, tout en sachant effectivement, si on rentre un petit peu plus dans la technique pédagogique, que en fait le diplôme, bien sûr on acquiert des savoirs, mais effectivement pour acquérir les compétences il faut les transférer en situation de travail, et quelquefois ce transfert est un peu compliqué. Voilà, on va le dire comme ça. Donc, premier constat, on l'a déjà dit tout à l'heure. On l'a dit aussi, les départs en retraite forts, importants, font que, malheureusement, beaucoup d'organisations ne font pas de transfert de savoir des expérimentés vers les autres collaborateurs qui restent. Donc là, on a une vraie problématique. Et puis, aussi, besoin de plus de transversalité dans l'échange, le partage de savoir au sein des entreprises, notamment dans les plus grosses. Alors les petites, effectivement, qui sont sur un seul site, c'est un peu plus facile, mais quand vous êtes dans des grandes entreprises où vous avez des multisites, vous allez avoir effectivement des sites qui vont être très bien dotés dans certains domaines de compétences et d'autres pas du tout. Et donc ça va être une vraie problématique, comment on fait cette transférabilité.
Donc, le compagnonnage est une réponse, qui est une réponse d'accompagnement un peu structuré, qui va un peu au-delà du tutorat, en tout cas pour moi, un peu plus structuré que le tutorat, de transfert de savoir-faire en situation professionnelle. Et vous formez vraiment des salariés de votre entreprise à cette mission de compagnon, en fait. Oui, alors, parce que je suis un ancien formateur, donc effectivement, j'ai toujours été passionné par ces sujets-là, et donc, sur le dernier projet qui a été lancé par une des entités, j'ai moi-même, effectivement, accompagné cette entité sur ce transfert en quelque sorte alors cette fois-ci, c'est comment aider, outiller là c'est des personnels techniques, ce sont des agents de maîtrise, à transférer dans leur milieu professionnel et en quelque sorte à mettre un peu des termes de pédagogie, c'est comment je décris des objectifs pédagogiques à partir des compétences que je maîtrise bien. Donc c'est vraiment de les aider sur des choses très pratiques. Et donc je sors moi-même de 2 journées d'accompagnement avec ce type de public. C'est d'une richesse extraordinaire. Et juste un petit point, j'avais cette semaine, en début de semaine, un groupe, et il y en a un qui à la fin de la journée me dit « mais moi je croyais que je faisais que de l'information ». Pour lui c'était de l'information. Mais je lui dis, mais concrètement, quelle est ton attente? Est-ce que suite à cette transmission, est-ce que tu veux que la personne applique les compétences dont on travaille? Il me dit, bien entendu. Je dis, donc c'est pas de l'information, c'est de la formation. C'est de la formation. Et donc, effectivement, et là on voit, alors on est peut-être sur une question de vocabulaire, mais le mot formation fait peur, quelquefois. Non, je fais juste de la sensibilisation, je fais juste de l'information. Non, là ce que tu fais, c'est réellement de la formation. Et donc avec un objectif de valorisation. Je finirai juste sur un point aussi, et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les problématiques de mobilité, c'est que je parlais des compagnons du Tour de France, et les compagnons du Tour de France, comme par hasard, reviennent en boomerang aujourd'hui de façon très très forte, parce qu'on se rend compte que ce qui existait au XVIe siècle, et c'est génial, c'est de se dire, on a des jeunes qui intègrent des communautés de compagnons et qui, dans les 6 ans, vont être très mobiles, vont changer d'employeur, vont changer de site. Aujourd'hui, ils vont même à l'international. Alors, peut-être qu'historiquement, on était sur des métiers d'artisanat, d'art et ainsi de suite. Et on voit que les compagnons du Tour de France commencent à aborder les thématiques du monde industriel. Et pour tout vous dire, et c'est pas du tout lié à moi, je sais que j'ai le directeur technique d'une filiale d'Engie qui s'appelle Engie Green, qui est sur le solaire et l'éolien, qui lui-même a initié la rencontre avec les compagnons de France en se disant, nous, on veut rentrer dans cette démarche-là parce qu'on a des réelles problématiques de mobilité des techniciens en interne et de compétences également. Mais donc, on peut faire une pierre de coups avec des acteurs comme les compagnons du Tour de France. Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, on parle à la fois de transition numérique écologique et on voit bien qu'on revient à des fondamentaux finalement de la façon dont on transfère, dont on acquiert les compétences sur les révolutions pédagogiques, y compris sur des innovations pédagogiques où on regarde bien le passé. Olivia, vous voulez intervenir et puis Pierre, je vous passe ensuite la parole. Oui, parce que quand vous avez dit, quand on dit entreprise apprenante, en fait, c'est vrai que, et je vais rejoindre un petit peu ce que disait Sylvain, c'est que ça fait appel à moi, ça fait appel à des dispositifs qui existent, en fait, des choses qui sont faites. Et quand je pense entreprise apprenante et TPE, PME, je pense au contrat de professionnalisation, je pense au contrat d'apprentissage, je pense à la PE et je pense à l'alternance en fait, et au tutorat et à l'accompagnement des individus et au rôle qu'a l'entreprise. Et de plus en plus, quand on voit que, par exemple, dans la POE, systématiquement, on fait des périodes d'immersion en entreprise, parce qu'on sait que l'entreprise, elle a un rôle d'apprentissage aussi, un rôle j'apporte des compétences nouvelles aux individus, aux salariés qui sont chez moi ou qui ne le sont pas encore, d'ailleurs. Et il me semblait que c'était important. Et d'ailleurs, si on regarde l'évolution du contrat de qualification au départ, qui était plus porté sur la certification, la qualification de l'individu, et la professionnalisation, depuis un certain temps, certes, mais professionnalisant
aussi dans le sens, j'apprends des choses dans l'entreprise. Alors ça va aussi, ça rejoint les problématiques de la FES, la formation en situation de travail, etc. De fait, l'entreprise aujourd'hui qui embauche un individu, ou l'entreprise qui veut, enfin, elle doit et elle contribue systématiquement et de façon permanente, me semble-t-il, à l'élévation du niveau de compétence des salariés qui sont les siens. Et que peut-être, en fait, ces dispositifs-là, il faut les renforcer. Le tutorat, c'est un peu comme le compagnonnage, hein, ça existe depuis très très longtemps. Et il y a probablement des choses à améliorer, mais elle est apprenante, l'entreprise. Tout à fait. Donc du coup, ça repose quand même une question qu'on n'a pas le temps d'aborder dans cette table ronde, mais de la certification dans ces phases de transition. Mais on ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui. Pierre, je vous laisserai réagir. Je voudrais apporter quelques angles de vue par rapport à un certain nombre de choses qui ont été abordées, certains thèmes qui ont été abordés. D'abord sur la question de l'entreprise apprenante ou même de l'alternance, ou même de la FEST, du retour de la formation sur le tas. Je pense que les organismes de formation ont 2 rôles importants, finalement. 1, apprendre à apprendre. Ça fait, à mon avis, on l'oublie beaucoup. Et je crois que je parlais tout à l'heure des soft skills, dans les soft skills, il y a à apprendre à apprendre. La deuxième chose, l'organisme de formation a un rôle de tracer les compétences pour ensuite pouvoir les valider. D'accord ? Il a un rôle d'accompagnateur. Et là, les OF ont vraiment un champ très très large. Deuxième réflexion, c'est sur le travail indépendant dont a parlé une personne tout à l'heure, DRH. On sent tout à fait, soyons clairs, la pression dans les OF sur « je veux avoir un travail indépendant, je veux plus être salarié ». Voilà. Et là, c'est le vide. Vraiment, il faut que la réforme voit comment les indépendants ont un réel droit à la formation. C'est le vide. C'est le vide. Troisième point, digitalisation des organismes de formation. 100% d'accord avec Olivia sur notre digitalisation, elle sera globale ou elle ne se fera pas. Il n'y a pas d'un côté la pédagogie, de l'autre côté le back-office, etc. C'est tout avec une certaine progression, mais c'est tout. C'est global. Pour ça, on a introduit à la fédération un CQP d'assistants d'organismes de formation pour ouvrir l'évolution, et on a même mieux eu un accord sur l'évolution de nos classifications. Voilà. Parce qu'il faut qu'on agisse avec des référentiels. Alors mon point plutôt final, c'est on n'a pas du tout abordé la question des contenus et du prix et du coût de l'investissement des contenus. Dans cette transition transition. C'est-à-dire qu'on est avec un modèle traditionnel dans lequel il faut incorporer désormais un modèle économique traditionnel dans lequel il faut incorporer des investissements aujourd'hui qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Hein? On était soit un organisme de formation papier-crayon, soit un organisme avec des plateaux techniques. En gros, il y avait 2 catégories d'organismes de formation en matière d'investissement par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous avons tous l'obligation de contenus soit achetés, soit à créer, qui deviennent rapidement obsolescents. C'est ça le problème de fond. C'est qu'un plateau technique s'amortissait sur quand même plusieurs années, et aujourd'hui, un contenu, il est démodé dans 2 ans, 3 ans. Et là, la question du modèle économique de l'OF reste entier. Je termine en point d'interrogation.
Alors, reste entier, mais effectivement, on a quand même pointé, me semble-t-il, 3-4 éléments, alors sans vouloir en faire une synthèse, hein, mais je le disais précédemment, il y a un énorme enjeu de diagnostic des besoins qui repose là aujourd'hui sur les acteurs qui sont censés le faire, que sont les observatoires de branche, les observatoires régionaux, les acteurs sur les territoires, parce qu'effectivement, pour les acheteurs de formation au sens très large, il y a ce gros enjeu. Mais on voit bien que on ne pourra pas, de toute façon, les métiers se transforment vite. Il y a cette question de l'obsolescence, d'un investissement qu'on ne peut plus faire comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est ce que vous pointiez sans doute. Donc effectivement, des pratiques d'adaptation en continu, de diagnostic en continu qu'il faut sans doute instaurer. Et donc là, je rebondis sur ce que vous disiez, Pierre, dans les propos de votre introduction. L'importance aussi de la formation en situation de travail, hein, ça a été l'objet d'une table ronde précédente. On voit bien qu'aujourd'hui, le fait que cette façon de faire, qui n'est pas nouvelle, mais qui en tout cas est aujourd'hui dans le prisme aujourd'hui d'une formalisation, en tout cas, est tout à fait d'actualité pour pouvoir répondre sans doute à ces transformations en continu. Et puis, on l'a peu abordé. Je retiens aussi ce que vous disiez sur les compétences transversales qui sont beaucoup demandées aussi sur le marché du travail. Et c'est aussi un enjeu pour les acteurs de la formation de pouvoir les accompagner. Alors, on est malheureusement pris par le temps. Je crois que Pierre avait un exemple intéressant, donc je vous invite peut-être à parler peut-être en bilatéral par la suite avec lui, mais justement comment on intègre cette acquisition, pourquoi pas cette validation de compétences transversales dans les organismes de formation, ça reste aussi une question. Voilà, j'ai juste respecté les délais. Le débat Merci est à ouvert. tous. Merci beaucoup Sandrine Aboubadrapoli de France Stratégie, merci.